Bienvenue sur le podcast Sensibilité plurielle. Bonjour Gwenaëlle. Bonjour Marie, bonjour Vibke. Et bonjour Vibke. Bonjour Marie et Gwenaëlle. Merci d'être avec nous. Nous avons une invitée spéciale aujourd'hui, parce que Vibke est avec nous. Alors Vibke, pour te présenter succinctement, tu as plusieurs activités aujourd'hui à ton actif. Tu es naturopathe. On s'est d'ailleurs rencontrées toutes les deux lors de la formation au sein de l'Observatoire de la sensibilité, quand tu étais en cours de formation pour devenir naturopathe. On était encore toutes les deux salariées à l'époque. Donc voilà, il y a eu du chemin qui s'est passé depuis et donc tu vas nous raconter tout ça. Tu es aussi coach certifié, praticienne shiatsu, réflexologue plantaire et donc tu es spécialisée d'un point de vue HPI, donc haut potentiel intellectuel, et hypersensibilité ou haute sensibilité. Tu as décidé d'ouvrir ton cabinet, tu es dans la région de Toulouse, et donc ton cabinet ouvre fin août, début septembre, tu vas nous dire exactement la date. Voilà, pour pouvoir pratiquer toutes ces belles activités, ces belles compétences que tu as. Alors, est-ce que pour commencer, déjà, est-ce que ça te résume bien? Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots ce que tu essayes de transmettre avec l'ouverture de ce cabinet? Quelle est ta vision vis-à-vis de tout ça? Ça résume très bien et justement cette vision, c'est de venir finalement du mental au corps, parce qu'on se rend compte que toute personne au potentiel ou ultra sensible en fait fonctionne beaucoup avec son cerveau. Donc un cerveau en évolution qui va très vite sur des domaines différents. Et en fait derrière, finalement le corps n'est pas du tout ressenti ou peu ressenti, et donc ça peut donner des incidences en fait finalement sur le corps. Donc c'est vraiment ce souhait de lier les deux, connecter finalement le mental et le corps. Génial. Tu es du côté de Toulouse. Le cabinet, il ouvrira à Toulouse même ou il est à côté? C'est au sud de Toulouse, à Castanet-Tolosan, donc très proche du canal, donc très vert. Ok, super. Et donc ouverture début septembre, c'est ça? On est toujours là-dessus? Début septembre, donc je loue à partir d'août, donc à l'installation en août. Après à Toulouse, il n'y a pas grand monde en fait au mois d'août, donc en août, ça c'est vraiment l'installation pour être vraiment prêt en fait à la rentrée, d'accueillir les clients, lancer en fait l'activité pleinement. Est-ce que tu vises des clients en particulier? Là, s'il y a des personnes qui nous écoutent, comment est-ce qu'on peut se reconnaître pour prendre rendez-vous avec toi? Alors oui, je vise des personnes en particulier, donc plutôt des femmes et plutôt des mamans aussi en fait, qui ont justement découvert souvent en fait l'hypersensibilité ou le haut potentiel de leurs enfants et le leur en même temps. Ou alors qui disent: «Ce sont mes enfants qui fonctionnent comme ça, mais en fait je suis un peu débordée par leur fonctionnement, je ne sais pas en fait prendre du temps pour moi parce que je passe beaucoup de temps pour aller en rendez-vous pour eux». Et j'ai parfois des problèmes de fonctionnement. On m'a dit que je digère pas très bien, on m'a dit que c'est dans la tête, hein. En fait, de retrouver du temps pour soi et revenir en fait à soi, et donc aussi pour les grands adolescents finalement qui ont aussi, ce côté en fait de fonctionnement très rapide et où leur corps, ils sont tout tendus comme ça, et en fait de pouvoir aussi en fait déstresser un peu tout le monde. Donc prendre en charge et les mamans ou les papas aussi, mais avec aussi les enfants, à partir du moment où ils ont envie en fait de travailler sur leur corps, et notamment avec la réflexologie plantaire ou le shiatsu, donc c'est très, la détente vraiment très profond en fait, et comme la détente est profonde, en fait, ça permet vraiment de lâcher prise, de prendre un peu de la hauteur en fait sur le reste de ce qui se passe. Est-ce que Vibke, tu veux bien nous rappeler un petit peu ce que c'est que le shiatsu en fait? Parce que c'est vrai qu'entre tous ces termes asiatiques qui sont pas notre culture à l'origine, je trouve qu'il y a un peu confusion. Voilà, si tu veux bien nous expliquer en quelques mots de quoi il s'agit. OK. Alors le shiatsu en traduction littérale finalement ça veut dire, pression des doigts. Donc qu'est-ce que c'est? En fait, on va faire, en sorte qu'on appuie sur les, méridiens du corps, sur les points d'acupressure, mais il n'y a pas d'aiguille. Donc on connaît l'acupuncture, en fait, avec les aiguilles qu'on va poser sur les points d'acupuncture, alors qu'en fait, là, ce sont les doigts qu'on va poser dessus. La personne est complètement habillée, allongée soit au sol, soit sur une table de massage. On va suivre les méridiens, en fait, le sens des méridiens pour, harmoniser la détente dans le corps, le flux énergétique aussi dans le corps, et d'arriver en fait à activer un système parasympathique pour se relâcher complètement. Et après, on peut travailler plus spécifiquement par rapport à quelque chose que le client apporte. En complément de tout traitement médical, ça ne se substitue jamais, attention, on peut en fait aller viser certains points qui vont avoir certains effets.
Donc des points par exemple pour complètement lâcher prise. Donc des points qui sont hyper efficaces qu'on peut même faire sur nous-mêmes. Super. Donc le shiatsu est vraiment basé après sur les méridiens en fait de la médecine traditionnelle chinoise et avec chaque point qui correspond en fait à des fonctions dans le corps également. Oui, c'est l'acupuncture sans les aiguilles. Exactement, tout à fait. Alors pour les gens qui sont un peu craintifs comme ça, rien qu'à la vue des aiguilles, c'est l'idéal en fait. Ça. Et aussi pour les personnes qui n'aiment pas se déshabiller, parce que parfois en fait on a des réticences pour aller se faire masser et parce qu'il faut se déshabiller, alors que là en fait c'est complètement habillé, la personne se met en tenue confortable et elle reste habillée complètement. Merci pour ces précisions. J'aimerais bien qu'on revienne un peu sur ton parcours, parce que du coup, tu as été salarié avant de devenir à ton compte aujourd'hui. Et est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur ce parcours? Alors, tu nous racontes ce que tu as envie, mais plutôt d'un point de vue, comment ça s'est passé pour toi, notamment en entreprise. Alors, tu peux revenir sur tes études si tu en as envie. Et puis, peut-être comment tu as découvert ton hypersensibilité. Tu parlais des mamans. Alors, est-ce que toi, tu l'as découvert quand tu as eu tes enfants ou est-ce que tu l'as su déjà avant? Et puis, comment ça s'est passé pour toi en entreprise d'un point de vue général? Alors déjà, moi, en fait, j'ai un BTS tourisme et j'ai jamais travaillé dans le tourisme. J'ai essayé tout jeune, en fait. Donc, j'ai commencé à faire un travail à Paris, près des Champs-Élysées. Il y a en fait des prostituées pas loin. Donc, le matin, je me baladais pour aller à mon travail et j'étais submergée par tout ce que je voyais, ce que je ne connaissais pas. Ça me travaillait tout au long de la journée. J'avais du mal à dormir le soir, j'en parlais tous les soirs. Et en plus de ça, c'était dans un bâtiment où en fait, on mangeait au sous-sol, donc dans le noir. Et en fait, les personnes qui étaient dans la même équipe que moi, donc, ne s'occupaient pas de moi. Et ils me parlaient à peine, elles étaient beaucoup plus âgées. Elle partait manger au restaurant le midi. Je me dis, mais en fait, il y a un décalage, je comprends pas, je me sens pas à ma place. Et donc ça, c'était ma seule expérience avec le tourisme. J'ai arrêté là. Et j'ai arrêté tout de suite pendant ma période d'essai. Je dis non mais ça va pas du tout parce que je ne dormais plus en fait. Finalement, j'ai toujours travaillé ensuite dans un domaine technique et toujours avec les langues aussi. Et au final, c'est cette vitesse d'apprentissage sur laquelle je mettais pas forcément non plus de mots à l'époque, cette vitesse d'apprentissage technique, d'intégration dans des équipes, le fait de pratiquer plusieurs langues. En fait, c'est des choses, ça s'est fait naturellement en fait pour moi. Et donc, j'ai toujours travaillé dans du technique et là, mes 13 dernières années de salariat, c'était dans la même entreprise. Et je me suis jamais ennuyée ces 13 dernières années parce qu'en fait, je suis passée d'un défi technique nouveau produit à un nouveau produit et d'une évolution aussi managériale, en fait, de commencer en tant qu'assistante, ensuite devenir manager d'une petite équipe, d'une équipe plus grande et avec tous les défis humains qui vont avec, en plus des défis techniques. Souvent, on me disait, tu as plusieurs personnes qui te parlent dans ta tête. Toi, tu sens les gens. Quand on en recrute, en fait, tu sens. Tu as des remarques différentes des autres. Par contre, à côté de ça, c'était quand même un peu enquiquinant parce que je voulais pas être assis à tel endroit, telle lumière. Changer de bureau, c'était compliqué pour moi. J'ai toujours besoin de 2-3 semaines de m'adapter pour voir le bruit autour de moi, ce que ça donnait. Je demandais à débrancher les néons en face de moi. J'ai pas mis de mots du tout là-dessus parce qu'en fait, finalement, c'était mon fonctionnement depuis toujours. Donc, c'est avec effectivement ma fille où je me suis rendu compte que, en fait, il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui lui pose problème dans son quotidien, donc l'hypersensibilité au niveau des vêtements. Où en fait, je ne savais pas comment accompagner, comment réagir, de me dire qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui va pas. En faisant de la lecture et en me rendant compte qu'elle est hypersensible et qu'il n'y a pas que ça. Donc, en faisant des tests pour elle, me faisant tester, voilà, j'ai pu mettre des mots, en fait, sur ce que je vivais. Mais en fait, je me suis rendu compte que toute ma stratégie d'adaptation, elle était en place depuis des années. Et en fait, moi, je l'avais acquise, cette stratégie, au fur et à mesure des années. Quand elle avait du mal avec les vêtements, je me rendais compte qu'en fait, moi, j'avais le même t-shirt que j'ai acheté en 3 couleurs différentes parce qu'il m'allait bien. Je connais tellement ça. Où il y avait des vêtements dans le placard, en fait, que je n'ai jamais mis. Il y a toujours l'étiquette dessus. Et qu'en fait, je recrutais les gens à ma façon. Je sentais. Et c'est des gens avec lesquels, en fait, après, dans les échanges dans l'équipe, c'était facile parce que chacun avait une particularité. Donc, en changeant de bureau, on se mettait en fonction de la personne qui voulait être à la fenêtre, loin de la fenêtre, le néon en face ou pas, le courant d'air. Et donc, en fait, l'adaptation se faisait naturellement, en fait. C'est au bout de ces presque 13 ans, en fait, je me suis rendu compte que finalement, j'ai envie d'aller plus loin. J'ai envie de faire autre chose, peut-être pour moi, le Covid aussi, avec beaucoup de temps à la maison. J'écoute beaucoup de podcasts, donc beaucoup de développement personnel aussi, qui m'ont en fait donné envie d'essayer autre chose. Et c'est à ce moment-là, en fait, que j'ai fait un bilan de compétences. Et dans ce bilan de compétences, je me suis dirigée vers les voies que je suis maintenant. Waouh, quel parcours!
C'est super parce que ça illustre bien ce dont on a parlé dans les podcasts précédents, Marie et moi, concernant les conditions de travail, en fait, l'environnement de travail. Tu viens de le confirmer, en fait, les personnes hypersensibles ont besoin d'un certain confort, et pas un confort lié simplement au mobilier et à ce qu'on peut envisager traditionnellement et naturellement, mais ont besoin parfois, voilà, d'une lumière indirecte. Le néon va me donner des maux de tête. Les courants d'air, c'est pas possible. Le bruit, enfin voilà, il y a beaucoup d'hypersensibles qui peuvent pas bosser en espace de coworking. Tu viens d'en parler, tu viens d'illustrer. En fait, tu le faisais de façon naturelle et intuitive, en fait, si je comprends bien. Tout à fait, parce qu'en fait, je me suis rendu compte du coup avec le recul, finalement, j'étais entourée de personnes qui fonctionnaient comme moi, que même en fait dans ma famille, on fonctionnait comme ça. Et en Allemagne, en fait, donc moi je suis allemande, en Allemagne, l'éducation est très ouverte, où ce n'est pas nécessaire d'écrire dans des lignes, on écrit à sa façon, on peut exprimer ce qu'on pense, on peut aller à contre-courant. Et justement, c'est en fait quelque chose qu'on cherche. C'est ce côté-là qu'on cherche. Mm-hmm. Tu sous-entends qu'en France, Non. ce n'est pas le cas. Non. Non, mais je plaisante, mais c'est malheureusement une réalité, oui. Tout à fait. Et on sait que les pays du Nord sont bien en avance sur nous. Et donc, je pense qu'en final, on se rend plus vite compte en France quand un enfant rentre pas dans le système et on se pose plus vite des questions. Alors qu'en Allemagne, je vois mes petits-neveux, ils ne se posent pas de questions. Alors que moi, je vois très bien leur fonctionnement. Mais pour eux, tout va bien. Donc, ils n'ont pas besoin de mettre des mots là-dessus. Parce que justement, il n'y a pas de souffrance, en fait. Différence importante entre l'Allemagne et la France. Donc finalement, on peut dire que tu t'es créé un peu l'équipe autour de toi quand tu étais manager, parce que là, cette partie-là est quand même assez intéressante. Avec les recrutements que tu as fait, tu as créé une équipe autour de toi qui te ressemblait ou en tout cas qui te convenait et qui te correspondait parfaitement. C'est génial. Tout à fait. À côté de ça, en fait, on est allé au-delà du travail. Donc, c'est quelque chose aussi qui est pas forcément facile, en fait, à gérer ou, en fait, faut faire attention. Que, en fait, on n'influence pas, en fait, notre fonctionnement et les rencontres personnelles qu'on a en dehors du travail, que ça ne puisse pas influencer finalement aussi le côté managérial. Je crois que ça aussi, au fur et à mesure des années, c'est quelque chose qui commence à me poser problème. Et donc, ou avec mes propres besoins, mes propres visions des choses, en fait, j'avais besoin d'évoluer et de faire autre chose et de le faire à ma façon, ailleurs, toute seule, pour le proposer ensuite à d'autres personnes. C'est comme ça que tu as eu le déclic de te dire il faut que j'aille en bilan de compétences? C'était plein de paramètres différents en fait. Mais le fait de mieux me connaître, de pouvoir mettre des mots sur mon fonctionnement et sur comment je vois l'avenir aussi. Il y a plein de choses qui ont fait écho en moi. J'ai eu des grands problèmes de digestion avec justement le syndrome de l'intestin irritable et des intolérances. Ce travail sur l'alimentation. J'utilise aussi beaucoup l'aromathérapie. Mais en fait, déjà, finalement, de base, je pratiquais des choses qui font partie de la naturopathie. Et c'est quand j'ai fait ce bilan de compétences, j'ai regardé la naturopathe où j'allais faire de la réflexologie plantaire, justement. Je regardais son école où elle s'est formée. Et l'école, sur le site internet, avait des portes ouvertes la semaine d'après. Et là, je me dis, je crois que c'est un signe, il faut que j'y aille. Et donc, c'est comme ça que ça s'est enchaîné. Par la suite, je regardais tout ce qui est HPI, hypersensibilité, et c'est comme ça, en fait, qu'on s'est retrouvés ensemble en formation également. Super, ok. Tu as des questions, Gwenaëlle, sur le parcours salarié? Non, en fait, ce que j'entends, c'est que effectivement, il y a un vrai décalage de par tes origines allemandes. C'est-à-dire que pour toi, tout ça, c'était naturel, tu l'avais intégré. C'est pas compris, c'est avec la tête, intégré, voilà, c'est avec le corps. Donc tu l'avais intégré, tu savais que voilà, tu avais un mode de fonctionnement qui était un petit peu particulier, un petit peu singulier, on va dire. Mais pour autant, moi, ce que j'entends et qui est très important et qu'il faut que tout le monde entende ça, c'est que c'était pas une tare pour toi, c'était pas problématique. En fait, tu t'adaptes, tu adaptes ton milieu de travail, tu adaptes ton poste de travail, et puis aussi tu évolues dans tes valeurs, tu évolues dans ta vision, j'entends dans ta vision de la vie, finalement, dans l'existentiel. Et ben, tu es toujours dans cette adaptabilité et du coup, tu évolues et tu es aussi ouverte à ce qui se passe autour de toi, ton environnement, au point de voir un signe et de se dire, voilà, ça c'est pour moi, les portes ouvertes, c'est pas un hasard.
je me permets de mettre l'accent là-dessus parce qu'effectivement, on est, nous, en France, pas éduqués à ça. On n'est pas éduqués à s'écouter. On n'est pas éduqués à écouter son corps parce que le corps, il envoie des signaux de je suis pas bien à tel endroit. La conversation, je l'aperçois d'une certaine façon, elle me dérange, etc., etc. Et on occulte ça. Et il y a beaucoup d'hypersensibles qui cherchent à rentrer dans le moule et qui se rendent malades. Comme tu le disais, après, on va avoir des troubles digestifs. Ça, je pense qu'on connaît tous, en tant qu'hypersensible, les troubles digestifs. Et puis voilà, il peut y avoir des maux de tête, il peut y avoir des nausées, il peut y avoir tout un tas de symptômes qui apparaissent parce qu'on n'est pas dans le respect de son mode de fonctionnement, tout simplement. Et moi, j'entends que toi, tu as cette chance de par tes origines, ton éducation, etc., d'être dans cette écoute-là. Et j'invite toujours, moi, les gens qui viennent me voir, et du coup, j'invite les auditrices à s'écouter. Parce que, en fait, on sait. Et on sait depuis tout petit. On sait ce qui est bon pour nous, on sait ce qui est pas bon, on sait. C'est important de s'aligner à ça. Pour notre bien-être, bien sûr. Tout à fait. Et en fait, quand tu te dis, je me pose une question et dans ma tête, je n'ai pas la réponse, tu te dis, est-ce que mon ventre sait la réponse? Mais encore une fois, tu peux l'écouter uniquement si tu as déjà fait un peu de travail sur toi et si tu sais en fait écouter finalement ton instinct. Parce que ton instinct, finalement, il est bon. Savoir si tu veux rester à un endroit ou si tu veux bouger. C'est se reconnecter à soi. C'est très, très important. Dans ton parcours de naturo, tu as dû faire de la sophrologie aussi. Je pense qu'il y a un module sophrologie. Non ? On la pratique pas. On l'a fait pour nous en fait, pour la gestion du stress, pour quelques éléments en fait à transmettre, mais c'est en fait on va beaucoup plus réorienter. Donc justement vers la sophrologie. Moi personnellement, je la pratique souvent avec mes enfants à partir de finalement la préparation d'accouchement de la deuxième. Je mettais déjà en place le premier en fait pour les troubles d'endormissement. Je m'en servais. Par contre après en fait en tant que naturopathe, soit tu fais une formation spécifique, soit tu réorientes en fait. Et ça nous arrive énormément en fait de réorienter. Oui, après il y a des écoles. Ça dépend les écoles parce que moi j'ai travaillé avec une naturopathe et dans le parcours, dans le cursus en fait, dans la formation, on peut l'avoir directement, effectivement. Spécial sophrologie. Tout ça pour dire qu'effectivement, que ce soit la sophrologie ou d'autres moyens, mais la reconnexion, moi à chaque fois je dis plug. En fait, il faut plug. C'est ça. C'est complètement déconnecté. Toutes les connexions, elles sont défaites. Elles sont voilà. Et du coup, on est dans notre sphère cérébrale, comme si on avait un bocal sur la tête, et puis parfois, dans le bocal, il y a du brouillard, et dans le brouillard, il y a un poisson rouge qui tourne, et ça mène à un mal-être important parfois, puis qui va engendrer d'autres troubles. Donc, je peux que te remercier de ce que tu dis. La base, c'est la reconnexion à soi, la reconnexion à son corps. Le lien corps-esprit, il est capital, il est indispensable. Du coup, un panel d'activités, mais tu as commencé à déjà en évoquer pas mal. Alors, pourquoi ce panel d'activités aussi large? Même si on voit bien quand même qu'il y a les choses sont imbriquées les unes avec les autres. Gonal vient d'en parler là, mais depuis tout ce que tu nous racontes depuis le début, on voit bien qu'il y a des choses qui sont les unes entremêlées. Mais alors, pourquoi ce choix de ces 4-5 activités là qu'on a citées tout à l'heure? En quoi elles sont complémentaires? Et du coup, est-ce que tu peux nous expliquer comment toi, tu viens t'en servir, soit dans ton quotidien, soit finalement pour accompagner aussi d'autres personnes? Alors en fait, pour moi, ce panel d'activités, finalement, ça va en devenir une pour en fait s'adapter à chaque personne qui va venir. Parce qu'il y a des personnes qui ne vont pas supporter en fait qu'on les touche et on a besoin de travailler le mental et avec le coaching. Et d'autres personnes justement qui ont besoin de ce côté relaxant qu'on les touche pour justement qu'ils puissent complètement lâcher prise. Pour la petite histoire, moi la réflexologie plantaire, moi mon point off il est sous la voûte plantaire, ça fonctionne à merveille. Et pareil quand on fait du shiatsu, en fait quand on me fait un shiatsu, en fait dès qu'on arrive au pied, moi je suis partie. C'est vraiment ce côté, vraiment s'adapter à chaque personne pour pouvoir offrir finalement une solution à la personne. Parce que effectivement, en naturopathie, on va faire un suivi, donc on va faire toute une anamnèse de l'histoire de vie de la personne et on va lui poser plein de questions. On va donner des conseils. Par contre, souvent, on va réorienter. Donc moi, c'est le côté corporel en fait que je voulais incorporer, donc la réflexologie plantaire pour stimuler les organes et se lâcher prise, et idem pour le shiatsu qui va faire ça d'une manière différente en fait. Donc c'est vraiment être le plus complet possible
et aussi pour moi, pour en fait me satisfaire finalement mon fonctionnement et de pas me concentrer que sur une chose parce que sinon je sais que ça ne va pas fonctionner. J'ai besoin de plus parce que sinon l'ennui va vite arriver en fait. Donc j'aime être spécialiste dans mon domaine, mais pour ça il me faut plusieurs domaines pour me satisfaire intellectuellement. Sinon en fait je sais que je vais vite tourner en rond et vouloir passer à autre chose. Et encore là, il faut que je me limite sur les formations en me disant stop, maintenant en pratique et on verra pour les autres formations après. Sinon, je pourrais faire un plein de formations à la suite. Ouais, j'allais te demander si t'en avais pas une sous le coude là en cours, mais c'est bien. Il faut ouvrir le cabinet, commencer, puis C'est après tu pourras exactement ça. amener Voilà, d'autres. tout à fait. Ouais. Super, ça fait écho en moi, ce que tu dis, c'est terrible. Voilà, moi je suis sophrologue, je suis de la florithérapie, donc fleur de bac, Deva, etc. Parce que je trouve que ça match en gestion des émotions. Voilà, je fais la formation à l'Observatoire de la sensibilité. J'ai fait une formation spéciale pour accompagner les adultes HPI. Et je sais pertinemment que je m'arrêterai pas là, quoi. Mais ça fait partie, c'est inhérent à notre mode de fonctionnement. Et ça, encore une fois, je t'entends parler et pour toi, c'est clair, c'est un constat, tu le sais, tu te connais, tu sais que tu t'arrêteras pas là, tu sais que tu as besoin de perfectionner ce que tu as acquis ou bien de découvrir de nouveaux acquis justement qui vont venir renforcer et enrichir en fait ta pratique en cabinet et c'est pas un problème pour toi. Et t'en parles de façon tout à fait naturelle. J'entends que pour toi c'est acquis, c'est accepté, c'est intégré et c'est pas un problème. Et vraiment, je te remercie Vipke parce que il y a tellement de gens qui découvrent leur hypersensibilité parfois sur le tard et pour ces personnes-là, c'est un problème au même titre que le HPI. C'est un problème parce que c'est tellement présenté comme un problème. L'entourage qui n'est pas forcément concerné va tellement dire tu es trop ceci, tu es trop cela, etc. Donc pour elle, c'est un problème. Et c'est un problème, et du coup, il va y avoir une tentative de normalité, de rentrer dans la norme, alors qu'on rentre pas dans la norme. Et je t'entends parler d'adaptabilité encore une fois. Et oui, l'hypersensibilité, le HPI, c'est un spectre. Donc, on ne peut être que dans l'adaptabilité. Et tu parlais de gens qu'on peut toucher, d'autres qu'on ne peut pas toucher. Moi, j'ajouterais qu'il y a des gens, on peut leur toucher certaines zones du corps et pas d'autres. Moi, j'en fais partie. Voilà, tu peux me toucher les pieds, toucher la tête, les massages et tout, j'adore ça. Les bras, les mains, ça va. Mais le reste, non. J'y arrive pas, c'est pas mon truc, je n'aime pas et je supporte pas. Donc voilà, j'entends que tu es dans cette adaptabilité et c'est indispensable. Et c'est que vraiment, voilà, tu sais pertinemment que les hypersensibles et HPI sont tous particuliers en fait. J'ai envie de dire que ça va pas forcément plaire à tout le monde ce que je vais dire. Tu pourras couper au montage Marie si tu veux. Mais j'ai envie de dire qu'on peut être accompagné quand on est dans l'hypersensibilité, voire le HPI, on peut être que mieux accompagné par quelqu'un qui sait de quoi il parle. Donc quelqu'un qui le vit, qui l'a vécu, même si voilà, c'est un spectre, donc on vit pas forcément tout, mais on sait pertinemment de quoi on parle. Et tu parlais de viscéral. Ben voilà, c'est viscéral et on le sait avec le corps et pas que avec la tête. C'est pas que le cogito et le mental. Et moi, je suis tout à fait d'accord avec toi et je pense que c'est valable pour plein en fait de métiers avec lesquels on souhaite en fait un accompagnement. Pour une anecdote personnelle, une psychologue me dit arrêtez de faire. Mais moi, je sais pas arrêter de faire. Pour moi, c'est une souffrance de ne pas faire. Donc, je savais que forcément, pertinemment, avec cette personne, je pouvais pas aller plus loin parce qu'elle ne pouvait pas comprendre mon fonctionnement, parce qu'elle ne le vivait pas elle-même, parce qu'en fait, justement, pour elle, c'était une évidence d'arrêter de faire. Mais quand tu ne sais pas arrêter, ben en fait, tu as encore plus de souffrance au final. Merci Vipke. J'ai fait un post cette semaine sur ce que j'appelle la nourriture de l'esprit. C'est-à-dire que c'est notre mode de fonctionnement. Notre esprit, en sophrologie on dit l'esprit, le mental, voilà, vous l'appelez comme vous voulez, il a besoin d'être nourri. C'est indispensable. Bien sûr, nourri avec de la bonne nourriture, nourri de culture, nourri de données informatives, par exemple concernant notre profession, concernant les modes de développement, sur des questions métaphysiques, pourquoi pas. Je veux dire, le dossier est ouvert, est largement ouvert. Et il y a tant de gens à qui on dit arrête de penser, arrête de cogiter, mais arrête de lire 2 secondes, arrête. Non, au contraire, comme tu viens de le dire, si on arrête,
on tourne en boucle, en rond, et on tombe dans un mal-être. Non, c'est nécessaire, ça fait partie de notre mode de fonctionnement. Bien sûr, il faut, après c'est en s'écoutant qu'il faut pas tomber dans le trop, parce qu'on a cette tendance-là, bien sûr. Moi, je prends toujours l'exemple c'est comme s'il y avait un pull avec un accroc, et tu tires sur le bout de laine qui dépasse, et tu tires, et tant que t'as pas tout détricoté, t'es capable de te coucher à pas d'heure pour terminer le bouquin. Bien sûr, voilà, il faut apprendre aussi à observer son énergie. L'énergie, elle est vitale, et elle est surtout chez les personnes hypersensibles qui sont beaucoup plus intenses. Il est très important de la gérer, de la sauvegarder, d'y faire attention, c'est précieux. Mais merci Vibeke, merci de dire que non, c'est pas une mauvaise chose que de nourrir son esprit. Voilà, vraiment, parce que je trouve que l'ambiance là, c'est d'arrêter mais arrête, mais non, mais arrête. Pourquoi t'as 3 livres? Pourquoi tu démarres 3 livres en même temps? Parce que c'est comme ça, c'est les 3 qui m'intéressent, et je vais les lire à des moments différents, à des vitesses différentes, mais j'ai besoin de ça en fait. Est-ce que tu veux nous parler de ce que tu as prévu en termes d'accompagnement pour justement ces personnes qui viendraient te voir à partir du mois de septembre? D'ailleurs, est-ce que tu reçois uniquement au cabinet, ou est-ce que tu reçois aussi en visio? Également en visio. En visio aussi, ok. Donc les deux sont possibles, forcément par rapport aux prestations, tu peux pas tout faire en visio, donc voilà. Oui, bien sûr. Effectivement, donc tu peux choisir en fait soit un accompagnement naturopathique, soit la réflexologie plantaire, soit du coaching. Toute prestation peut se choisir individuellement, et après en fait justement, je l'ai appelé la pensée sauvage. C'est une prestation qui multiplie tout. Et donc dans cette prestation, en fait, on fait un point au début. Avec ce point-là, la personne, en fait, elle peut voir pour mélanger de tout le panel d'activités en fait dans un forfait global qui lui correspond, pour ensuite en fait le repartir sur un certain nombre de séances. Ok, c'est la personne qui vient te voir qui du coup va choisir les activités, ou c'est toi qui va lui dire par rapport à ce que vous me dites là, ce que tu me dis là, il faut que je te préconise d'avoir ça. On fera déjà le point. Donc avec ce point-là, donc justement, je commence par une séance de naturopathie qui permet de faire toute l'histoire de vie de la personne et de voir de manière globale en fait. Donc du coup, ça va faire parler justement pas mal de choses de sa propre histoire. Et c'est là en fait quand je verrai aussi si cette personne a besoin peut-être d'un autre point de vue, ou si finalement elle sait déjà exactement ce qu'elle souhaite. Donc ça va dépendre de chacun encore une fois. Vraiment de le faire en collaboration avec le client. Génial, ok. Tu m'avais dit qu'il y avait une partie vraiment focus hypersensibilité. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus pour revenir un peu par rapport au thème du podcast? Est-ce que on peut l'aborder aussi sous l'angle je suis salarié hypersensible, je viens de voir pour un accompagnement? Est-ce que tu as des clés à donner, même là aux auditeurs qui nous écoutent, tu vois, sur justement, on en parlait de ce mal-être, ou même sans être forcément dans le mal-être, mais on n'est pas bien, on est chafouin, on sait pas trop comment faire avec tout ça au quotidien en entreprise. Voilà. Est-ce que tu as des petites astuces qui peuvent s'appliquer en entreprise aussi, j'insiste bien là-dessus, tu vois, et qu'est-ce qu'on peut imaginer, que ce soit d'un point de vue nourriture, énergie, passer par le corps, l'esprit, etc. Libre à toi, vas-y. D'accord. Alors en entreprise, justement, en fait, on voit plusieurs comportements finalement, et en entreprise des autres, et des hypersensibles. Ce sont ceux qui vont se mettre à l'écart parce qu'ils ne sont pas à l'aise avec le monde, et parce qu'ils ont compris quelque chose qui va pas, ils ont l'impression que ça ne va pas. Ils se mettent à l'écart, ils veulent pas forcément parler, ils sont pas encore arrivés au stade de se connaître, ou ceux qui se connaissent et qui sont complètement intégrés et qui en fait vivent ça très bien, mais qui vont avoir du mal avec finalement tous les petits rituels en entreprise, le croissant à 10 heures, les sachets de dragées gélifiées, ce genre de choses. Donc du coup, en fait, c'est l'alimentation qui va souvent partir en fait en vrille en entreprise, parce qu'on compense. Donc il y a beaucoup d'hypersensibles qui en fait ont justement, donc on en parlait des problèmes de digestion. Donc la digestion va faire aussi en sorte qu'on est plus, la sérotonine finalement dans le corps, en fait, l'hormone du bonheur, peut être mise à mal dans la production, parce qu'il y a une bonne partie qui est produite par les intestins. Et donc, du coup, on peut mettre en place un cercle vicieux assez rapidement, d'autant plus que si on continue à manger pas comme il faut,
en fait, on peut aussi s'abîmer en fait finalement les intestins, avoir une dysbiose et encore moins de production de sérotonine. Cette sérotonine, déjà à la base, elle a du mal souvent pour les HPI hypersensibles en fait de se produire correctement. Et donc, on est plus enclin finalement aussi à des addictions alimentaires parce que justement, elles jouent dans la régulation, dans la satiété. Donc, attention en fait aux petits rituels en entreprise, savoir en fait comment on se situe par rapport à ça. En fait, si on veut faire comme les autres, peut-être introduire finalement des choses un peu différentes, de mettre des défis en place avec les collègues au lieu d'emmener des croissants le matin à 10h. Peut-être se dire on fait un concours de gâteaux maison, mais plutôt pour le goûter, parce que goûter c'est beaucoup mieux de manger du sucré. Pour justement en fait lisser sur la journée la glycémie. Donc ça serait vraiment un des conseils en fait qui est pour moi très important, c'est lisser la glycémie sur la journée en commençant avec un petit déjeuner salé ou plus neutre, mais pas le petit déjeuner typique très sucré français. Et donc, à la limite, de le faire à plusieurs, de voir en fait si on est enclin en fait à faire part de son fonctionnement aux autres, de lancer des défis. Si par contre on n'a pas du tout conscience de notre mode de fonctionnement, c'est beaucoup plus dur en fait de savoir en fait comment je m'intègre aux autres. Est-ce que si je me mets plus à l'écart parce que je vais manger différemment, est-ce que ça me met pas encore plus en fait à l'écart? Ces personnes-là, je pense qu'il faut vraiment accompagner en parallèle pour arriver justement à se sentir bien. Puis on peut essayer aussi, on en avait déjà parlé, mais on peut essayer de le faire ponctuellement. Tu vois, enfin, tu disais aussi, on peut lisser la glycémie sur la journée. Moi, je le vois aussi un peu sur la semaine en entreprise. On peut très bien imaginer que, allez, cette semaine, j'ose dire aux collègues que, je sais pas, mardi et jeudi, j'irai pas déjeuner avec eux parce que je préfère me faire un truc dans mon coin. Et puis, tu vois, petit à petit, tu le fais 2 fois par semaine. Et puis après, ça va être intégré que tu y vas de temps en temps et puis les gens te poseront moins de questions à force. Et ça, forcément, c'est petit à petit et en fait, on peut pas tout changer du jour au lendemain. Et donc, c'est vraiment ça, s'adapter à la personne, à ses contraintes personnelles. Est-ce qu'elle peut vraiment se faire à manger le midi à chaque fois? Est-ce qu'elle peut le faire une fois par semaine, comme tu disais, 1 ou 2 fois? Quelle est en fait la pression sociale en entreprise d'aller manger avec les autres, le temps de s'autoriser en fait à rester seul ou avec les autres, mais pas au restaurant, mais en entreprise? Vraiment de voir à chaque fois ce dont la personne a besoin et comment elle peut le faire au final avec ses contraintes, notamment personnelles. Parce que si tu veux t'amener à manger, c'est autre chose que juste aller commander, on te livre et peut-être pas une nourriture nutritive en fait pour ton corps. Et après, autre chose en entreprise, c'est le nombre de cafés qu'on consomme. Donc souvent, c'est des cafés dont on a envie, plus tous les cafés sociaux pour échanger, pour se forcer aussi parfois. Et donc, c'est de savoir en fait quel est le bon nombre de cafés à boire par jour. Est-ce qu'il ne faudrait pas réduire pour arriver à 1 ou 2? Mais encore une fois, petit à petit. Et peut-être pas remplacer par autre chose, une tisane, des hydrolats à mettre dans de l'eau. Mais encore une fois, sans injonction, parce qu'en final, quand on veut faire des changements, il faut faire vraiment attention aux injonctions, de ne pas vouloir faire tout d'un coup et de faire comme on peut. Ça n'empêche pas d'aller avec sa tasse et de mettre autre chose dedans, en fait, c'est ça que tu dis. Exactement, tout à fait. On prend sa tasse, on y va, mais on n'est pas obligé en fait de boire le café qui nous fait peut-être mal au ventre. Finalement, on se rend pas compte non plus qu'il nous fait mal au ventre parce que c'est seulement quand on l'arrête qu'on se rend compte finalement la modification que ça nous apporte. Et c'est seulement en essayant qu'on peut voir la différence. Et on n'a pas forcément besoin du café pour se réveiller. On peut faire des exercices de respiration justement qui sont dynamisantes. Et par contre, je pense que quand même pour les hypersensibles, ce qui est hyper important, c'est la respiration, comme la cohérence cardiaque pour justement aussi se poser, lisser son cortisol dans la journée en fait et en commençant une à la maison le matin. Et pourquoi pas faire encore une fois un défi avec les collègues, trouver un espace ou même le faire dans son bureau pour faire la cohérence cardiaque le midi, pour mettre en place un nouveau rituel, pour être plus serein en fait dans la journée et me digérer aussi. Donc plutôt après manger, c'est ça que tu préconises? Plutôt avant. Plutôt avant. avant manger, en fait, pour se mettre vraiment en état de bon fonctionnement du système nerveux pour pouvoir mieux digérer, en fait. À quoi j'avais pensé également, en fait, c'est par exemple ce côté revenir au corps. Donc ce côté massage qu'on peut apporter en entreprise. Donc pour ça, si ce n'est pas déjà le cas, il y a plein d'entreprises maintenant qui font venir en fait des gens pour se faire masser ou pour faire du pilates, du yoga, etc. C'est de le demander. Demander, si même moi je paye, en fait, c'est pas forcément à l'entreprise de l'offrir, ça dépend de chaque taille d'entreprise, mais si par exemple il y a un espace et ça
évite en fait de devoir faire le déplacement et peut-être qu'on peut prendre une demi-heure entre midi et 2 pour faire autre chose. Donc faire intervenir des intervenants de sophro, de massage, de pilates, de yoga en entreprise pour justement ce côté lâcher prise et de détente. En entreprise, en plus, souvent, n'importe qui peut, en tout cas, en faire la proposition ou la demande. Je pense que même si on n'a pas forcément le nom d'un ou une praticienne, on peut contacter les RH, les préventeurs. Enfin, il y a tout un tas quand même de personnes dans l'entreprise à qui on peut s'adresser pour proposer ce type d'activité sur l'heure du midi ou en début de matinée ou en fin d'après-midi, par exemple. Tu interviens en entreprise, toi, Vic 2? Pas pour l'instant, donc mais c'est vraiment une de mes cibles aussi, de pouvoir me déplacer, de le proposer justement. Parce qu'en plus sur le secteur toulousain, c'est très ouvert, de mon ancienne entreprise, ça se fait. Donc ces journées de bien-être, je pense que ça fait vraiment beaucoup de bien en fait, aux salariés, de découvrir aussi des nouvelles, pratiques au final. Donc il y a beaucoup de massages sur, chaise, qui est déjà proposé, mais pourquoi pas la réflexologie plantaire que tu peux faire sur une petite séance d'une demi-heure, au lieu d'1 heure en cabinet. Donc ça permet déjà vraiment de lâcher prise et de te poser, de te centrer sur toi en fait. Ça peut être une astuce en plus pour les entreprises qui cherchent à faire venir leurs salariés au bureau. S'il y a en plus ce petit moment de pause le midi, voilà, allez, on y va tous ensemble. Et puis le reste du temps, on est en télétravail, on fait nos activités à la maison, quoi. Et en télétravail, en fait, ce côté respiration, de vraiment se poser et prendre du temps pour soi, ça peut être vraiment très rapide à faire. Mais encore une fois, il faut savoir qu'il faut à peu près 21 jours pour intégrer en fait une nouvelle routine. Donc, c'est hyper dur au début, dans sa journée, de se dire, je veux changer quelque chose, je rajoute même que 5 minutes. Donc, il faut vraiment que dans le quotidien, c'est un timer. On dit, voilà, je le fais. Et après, effectivement, ça devient un besoin, un réflexe. Et il faut vraiment, après ces 21 jours, plus de temps pour vraiment le pérenniser en fait dans son quotidien. Encore une fois, le conseil, commencer petit à petit, avec des petites choses en fait à ajouter qui permettent d'évoluer en fait et ne pas se mettre la pression tout de suite trop forte. Encore une fois, chacun. Il y a des personnes qui vont être enclins en fait, ils vont dire je change tout du jour au lendemain, mais ce n'est pas la plupart des gens non plus. Ok, donc le défi est lancé, se faire 5 minutes de cohérence cardiaque tous les matins pendant 21 jours pour commencer. Tout à fait. Après, tu rajoutes le midi. Ok. Est-ce que c'est ces aspects-là aussi que tu viens travailler toi dans ton accompagnement, Victor ? En fait, surtout dans le bilan naturopathique, en fait, ça te permet de voir en fait comment fonctionne la personne. En entreprise, par exemple, faire du sport à midi, c'est super. Par contre, en fait, tu vois que c'est une personne très sportive qui le midi fait du sport. Tu vois que finalement, elle est en état de stress tout le temps. Même si le sport lui fait du bien, finalement, de voir aussi parfois pour ramener la personne vers l'équilibre, une activité plus détente comme le pilate, le yoga de temps en temps pour justement aller des opposés pour se retrouver un peu plus au centre sur certains jours. Équilibrer en fait finalement son fonctionnement qui est toujours speed vers quelque chose de plus zen. En fait, tu fais le bilan de tout son fonctionnement et tu donnes les conseils pour voir là où il faut équilibrer en fait, où il faudrait équilibrer. Et encore une fois, sans injonction, parce qu'au final, ce que moi je vais proposer, je vais l'adapter un maximum à la personne, mais c'est à la personne ensuite à faire ses propres expériences, voir ce qui fonctionne pour elle en fait. Voilà, c'est vraiment à elle de tester. Donc souvent je donne plusieurs options parce que je vais pas en donner qu'une et dire c'est ça que tu dois faire. Non, je donne des options, la personne teste et après on en reparle pour voir si ça fonctionnait, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné pour justement adapter par la suite. Ouais, ok. Et donc du coup, ce que tu dis, c'est que les personnes qui vont courir 3 fois par semaine le midi, finalement, c'est peut-être pas la meilleure solution. Personnellement, moi, j'en avais besoin en fait au travail parce que ça me permettait en fait de lâcher la pression, de libérer la tête, de peut-être répondre à un email l'après-midi après avoir couru en fait en ayant pris la distance. Mais à côté de ça, finalement, quand tu fais le bilan de ta journée, tu as couru le matin pour déposer les enfants à l'école, tu as à l'heure au travail, tu cours le midi, tu manges sur le pouce et tu repars dans une prochaine réunion. Alors, est-ce que le soir, finalement, cette course à pied le midi, elle m'a fait plus de bien que de mal. Donc, tout est ça dépend de chacun. Et la fatigue, la récupération par la suite. Tout à mesurer, ouais. Parce que si derrière, tu récupères très bien la nuit avec aucun problème de sommeil, voilà, très bien. Mais il faut que ce soit un équilibre, en fait, sur la journée et donc à chacun de faire son bilan. Il vaut mieux, je pense, aller courir que de pas faire de sport.
Mais si vraiment en fait tu fais ça systématiquement et que tu n'es jamais en mode détente en fait, bah, ça ne fonctionne pas non plus. Les personnes hypersensibles, elles ont, il y a un aspect énergie en général qui est très très fort. Alors là, tu nous en as parlé un petit peu avec le sport, avec une partie de l'alimentation. Moi, j'aime bien ce domaine-là de la partie énergie parce que souvent, on va avoir des personnes qui vont être très fatiguées. Et puis, comme tu dis, en fait, on est tout le temps en train de courir. Donc, au fur et à mesure de la semaine, déjà, t'arrives le lundi soir. Des fois, t'es complètement crevé parce que t'as déjà fait 2 heures de plus que ce que t'aurais dû faire. T'as été courir le midi. Comme tu dis, t'avais couru toute la journée pour faire diverses choses. Est-ce que tu as des conseils sur cette partie purement énergétique? Alors c'est vraiment dépendant de chaque personne pour voir qu'est-ce qui coince en fait, parce qu'au final, il y a en fait, le système nerveux est étroitement lié en fait aux neurotransmetteurs et donc du coup aux hormones. Et avec tout ça en fait, ça dépend de chaque personne. Chaque personne va avoir des spécificités et donc c'est aussi ça, tout le questionnaire en fait, toutes les questions qu'on pose, c'est de vraiment voir par rapport à chaque personne, qu'est-ce qu'il change et qu'est-ce qui, ne est de trop ou pas assez en fait pour, équilibrer un maximum justement entre, l'alimentation, entre l'activité physique et toute activité de détente. Et cette question de stress aussi finalement les gens, ils quand tu leur poses la question sur une échelle de 0 à 10, ils te disent qu'ils ne sont pas stressés parce qu'en fait, c'est leur mode de fonctionnement depuis des années, ils ne se rendent pas compte. Et donc parfois, c'est de mettre des mots là-dessus et de pointer certains comportements, certains automatismes en fait, permettent justement à ce que la personne ait des prises de conscience sur son niveau de stress qui finalement est très élevé sans que, elle s'en ait rendu compte. Donc en fait, tu proposes un bilan. Dans ce bilan, tu vas effectivement faire un état des lieux énergétique, comme on vient d'en parler, un état des lieux physiologique qui va passer par l'état d'esprit aussi, bien sûr, s'il y a un état, j'allais dire, de surmenage, etc. De l'ordre de l'alimentation, de la digestion et puis des émotions. Enfin, c'est ce que j'entends en fait. Tu fais un bilan. Tout à fait. Voilà, qui va prendre la globalité de la personne. Et on sait que quand on est hypersensible, mais oui, c'est une sphère, ça fonctionne mais même en dehors des hypersensibles, l'un ne va pas sans l'autre. Et donc c'est en fonction des retours, en fonction de ce que tu vas entendre de la personne, que tu vas proposer. Donc à la fois des tips pour la journée, pour observer et apprendre à la personne à observer sa propre énergie, ses propres comportements, ses propres réactions, etc. Et puis adapter. Est-ce que une activité physique est bienvenue ou pas, à quel moment de la journée ou pas. Finalement, aujourd'hui, je mange comme ça, mais ça m'apporte pas suffisamment d'énergie, ou au contraire, c'est beaucoup trop d'énergie et c'est ce qui me génère ça. C'est bien tout ça que tu prends en considération, et du coup tu vas proposer, parce que c'est une histoire d'équilibre en fait, un rééquilibrage de toutes ces dimensions en fait. C'est exactement ça, et amener la personne finalement à l'observation de son corps. Parce qu'en fait, à la première consultation, tu te rends compte quand les personnes, tu leur demandes comment ils digèrent en fait, ils vont te dire: «Tout va bien». Mais quand tu commences à poser des questions sur des ballonnements, des douleurs, en fait finalement, ils se disent: «Ouais, peut-être de temps en temps». Mais quand exactement, comment, en fait, où, c'est difficile en fait à dire. Et les personnes sont coupées au niveau, de leur tête. Et donc, je leur demande aussi finalement de regarder d'une séance à l'autre, de regarder au niveau de leur, digestion, au niveau de leur élimination, qu'est-ce que ça fait? Et de le noter parce que, tu vas pas le retenir forcément jusqu'à la séance suivante, mais de vraiment le noter pour, mettre des mots là-dessus, et ce qui permet encore plus finalement d'adapter finalement les conseils alimentaires. Parce que ça se trouve qu'il y a une intolérance et que la personne ne s'est jamais rendue compte. C'est avec ça que rapidement, en fait, tu peux justement jouer sur l'énergie, parce que quand l'alimentation n'est pas adaptée et que la personne, en fait, elle ne va pas bien au niveau de sa digestion, de son alimentation, en fait, elle ne peut pas, en fait, bénéficier, de cette énergie, et elle va, en fait, mal faire fonctionner son corps. Oui, c'est du sur-mesure. Ouais, c'est sur mesure, vraiment sur chaque personne, et de lui demander de faire cette attention à son corps pour pouvoir, en fait, elle-même savoir qu'est-ce qu'il faut faire avec, les conseils, mais en fait, c'est de pouvoir apporter, les bonnes, réponses finalement aux questions, et de pas juste se dire: «Normal», mais quand ton fonctionnement était comme ça depuis des années, finalement, tu te rends pas compte. Mais c'est super ce que tu dis dans ton accompagnement, que tu proposes justement c'est une pédagogie en fait, Tout à fait. et tu amènes la personne vers sa propre autonomie. C'est
éducation en fait, et accompagnement à la santé en fait, tout à fait. Ça se déroule en combien de temps, l'accompagnement, d'un point de vue timing? À quel moment on devient autonome, justement, tu vois? Enfin, comment tu l'as prévu? Après, ça dépend bien sûr des personnes. Je pense que ça dépend vraiment de chacun parce qu'en fait, est-ce que la personne, c'est le bon moment pour elle? Si c'est le bon moment pour elle, ça peut aller super vite. À partir du moment où la personne, elle va plutôt parler de son passé et ne pas en fait se projeter dans le futur, où en fait elle aimerait, mais au final, elle sait absolument, elle est intolérante à telle chose, mais elle ne veut pas enlever cet aliment parce que c'est trop compliqué. En fait, moi, je peux pas aller plus loin. Donc, c'est vraiment chaque personne qui doit être autonome. Et ce n'est pas à moi de lui dire il faut. C'est à elle de se dire c'est mon corps, c'est mon capital en fait à moi pour bien vieillir. Et donc, si j'ai envie en fait de faire fonctionner mon corps comme il faut, ben en fait c'est à moi de faire attention et vraiment dans le temps, c'est vraiment un accompagnement très spécifique, encore une fois, adapté à la personne. Entre ceux qui ont besoin vraiment avoir tout en détail, l'accompagnement très proche en fait avec des tips, avec des recettes, et d'autres qui disent en fait tel aliment tu ne le consommes pas sur un mois, ben, en fait elle va hop, sur internet, elle cherche des trucs, elle va essayer, elle va aller sur des forums. Ça dépend vraiment de chaque personnalité au final. Génial. On arrive presque au bout. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas abordé et que tu aurais voulu partager ou dire? Je pense qu'on a vraiment fait un grand panorama. Et encore une fois, c'est en fait quand on reçoit les conseils de quelqu'un, c'est de faire attention que ce ne sont pas des injonctions et qu'on puisse en fait vraiment se l'adapter à son propre quotidien pour ne pas rajouter du stress alors qu'on veut en enlever en fait du stress. Et donc c'est le plus important, les petits pas pour arriver en fait à son objectif petit à petit. Et du coup, comment tu te sens? Parce que je reviens au fil rouge de l'hypersensibilité et de l'entreprise, en fait, du monde. Comment tu te sens, toi, Vipke, à la veille de l'ouverture de ton cabinet? Comment ça se passe? Et est-ce que, voilà, tu as remarqué des choses qui te concernent? Est-ce que tu as mis des choses en place? Est-ce que je suis curieuse de ça parce que du coup, tu es directement concernée là. Tout à fait. Et effectivement, c'est plein d'émotions en fait mélangées entre si tu as envie de réussir et enfin tu donnes toute ton énergie finalement dans ton projet. Donc, je me dis, je suis persuadée que ça a fonctionné parce que j'ai parlé à des gens qui vont se reconnaître et ça fonctionnera avec le temps, avec le bouche à l'oreille, etc. À côté de ça, tu as toujours le petit truc d'angoisse là qui arrive et qui te dit, est-ce que tu vas gagner assez d'argent? Est-ce que ça va être bon? Est-ce que tu es assez légitime? Donc, tout ça, ça vient. Mais en fait, avec ce côté adaptation, je me dis, mais c'est pas grave. En fait, plus tard, si jamais ça ne fonctionne pas, ben, à un moment donné, tu refais un CV et tu repostules en entreprise. Donc, c'est comme ça qu'en fait, je me dis, c'est pas grave. En fait, la vie, elle va t'offrir plein de choses et il faut en fait aller vers l'avant. Mais mine de rien, il y a quand même une petite angoisse de temps en temps et justement, c'est de travailler sur soi. Et je me suis fait accompagner par une sophrologue justement pour travailler là-dessus et pour me dire en fait, ça va aller et maintenant, il n'y a plus qu'à foncer. Donc tu te fais accompagner du coup dans ce cadre-là. Ah oui, Voilà. c'est super important. En fait, si on veut accompagner des personnes, il faut aussi se faire accompagner parce que justement, on a besoin aussi en fait d'évacuer. Et par exemple, en shiatsu, ben en fait, en école de shiatsu, on donne un shiatsu, on reçoit un shiatsu. Et cet échange, en fait, il est hyper important. Et donc, quand tu es accompagnante, en fait, c'est très nécessaire en fait de t'accompagner pour pouvoir en parler ou faire aussi des méthodes de relaxation, de se l'appliquer, parce que bah, c'est toujours la vue extérieure qui est hyper importante en fait. De sortir de notre petite tête à nous là et de prendre de la hauteur, même si on sait le faire, quand quelqu'un d'autre donne son avis, c'est super important. Et puis là, c'est l'entrepreneur avec un E qui est en phase de construction, d'ouverture, puis de développement, au-delà du fait que ce soit le métier d'accompagnant et de thérapeute. Enfin voilà, j'ai envie de dire que dans toute entreprise, quand on est plus particulièrement quand on est hypersensible, c'est bien de se faire accompagner par la méthode qui nous convient, la personne qui nous convient, parce qu'on sait à quel point il faut qu'il y ait une alliance, il faut qu'il y ait, voilà, il y a forcément des jalons qui doivent être indispensables et validés. Je pense que c'est facilitant, c'est aidant en fait de se faire accompagner, parce que comme tu disais, il y a un regard extérieur et c'est important, c'est enrichissant.
Ça aide au passage à l'action. Tu parlais de ça, Big Ben, c'est vraiment ça aussi. Là, tu as dit bon, j'y vais, voilà. Et ben c'est ça aussi, c'est le passage à l'action qui aide, et souvent de se faire accompagner, ça aide aussi dans le passage à l'action. Donc c'est bien. Ça évite qu'on reste un peu trop dans notre tête à réfléchir. Exactement. Il faut sortir, il faut y aller. Génial. Donc le cabinet ouvre bientôt. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Comment les personnes qui voudraient venir soit à Toulouse, soit être accompagnées en visio peuvent prendre rendez-vous avec toi, peuvent te trouver? Comment ça se passe? Alors, pour l'instant, il y a Instagram, donc mon compte Instagram, vipke.euro. Et après, en fait, mon site internet qui est en train de se finaliser au niveau de la rédaction, c'est fait. Là, c'est la mise en page. Et il va bientôt arriver d'ici 2 semaines. Donc, quand le podcast sortira, il sera disponible. Donc, c'est infusetoncortex.fr. Voilà. On mettra tout ça en barre d'infos. Eh ben génial. Eh ben on a hâte de voir l'inauguration, l'ouverture de ce cabinet et de ce bel accompagnement que tu proposes à toutes ces personnes. Moi je suis convaincue que ça va réussir, parce qu'il y a de la demande, il y a du besoin, donc et puis t'as un super état d'esprit. Enfin ça donne envie de venir te voir tout de suite. Donc non vraiment c'est chouette, et je suis convaincue que ça va le faire. Merci beaucoup d'avoir accepté de venir partager tout ce que tu as pu nous partager aujourd'hui. C'était un grand plaisir de t'avoir avec nous. On se retrouve très bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup de m'avoir invitée. C'était avec un très grand plaisir. Merci Vipke, merci Marie. À très bientôt. À très bientôt. Au revoir, à bientôt.